Alors les Jeunes Européanisés, en fait, on est une association qui fait partie, qui est en fait la section pour les étudiants et les jeunes actifs, donc pour la limite c'est les moins de 35 ans, en fait, du mouvement européen fédéraliste. Alors c'est le mouvement qui s'est créé après la Seconde Guerre mondiale et qui défend donc l'idée d'une Europe fédéraliste. Et donc dans ce cadre, on organise plusieurs actions de sensibilisation à l'Europe. Notamment, on fait des actions, des interventions dans les écoles. Donc ça, c'est une grosse partie de nos activités. Et dans ce cadre, on organise en fait une action dans toute l'Europe, puisque les Jeunes Européens fédéralistes, comme le mouvement européen, fait partie, est présent dans les 27 pays de l'Union européenne et plus. On organise une action qui s'appelle Free Belarus. Alors la semaine dernière, on a été bâillonné plusieurs statues dans Grenoble pour dénoncer un petit peu l'oppression en Biélorussie. Donc c'était un petit peu un message symbolique sur la liberté d'expression. Et dans ce cadre, on a donc décidé d'organiser une conférence pour approfondir un petit peu le sujet et avoir le côté côté pratique. Voilà. Et donc dans le cadre de cette conférence, nous avons l'honneur d'aujourd'hui accueillir M. Lavinette. Alors en 2 mots, et vous me dites si je me trompe, donc vous parlez parfaitement le français puisque vous avez fait une partie de vos études dans la ville de Strasbourg, à l'UT. Vous avez ensuite été professeur à Minsk, mais aussi à Vilnius et plus récemment dans le Kansas. Depuis 2004, vous vous êtes investi en politique, vous avez été candidat aux législatives en Biélorussie, candidature qui n'a pas abouti, notamment du fait de fraude électorale. En 2008, vous avez fait une retentative, cette fois vous n'avez même pas pu vous inscrire sur les listes électorales. Et également, depuis 2007, vous êtes le conseiller d'Alexandre Milinkevitch, président du Mouvement pour la Liberté et l'un des opposants les plus notoires au régime du autoritaire de Loukachenko. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous simplement détailler un petit peu ce parcours que vous avez fait qui est finalement révélateur de la situation politique en Biélorussie? Je rajoute quelque chose. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce parcours? Je suis un produit de l'ouverture de mon pays. J'ai eu de la chance, après mes études au Bélarus, de continuer mes études ici en France. Et j'ai aussi étudié en Pologne. Donc c'est un exemple de la cause pour laquelle je vais parler un peu plus tard, de la cause de l'ouverture de mon pays, de l'européanisation de mon pays. Plus de contacts, plus de gens, jeunes gens surtout, viennent en Europe occidentale, plus il y a de la chance que mon pays va finalement rejoindre la famille européenne des nations démocratiques. Donc, et je voudrais aussi, tout au début, exprimer ma profonde reconnaissance pour m'avoir invité, surtout à mon ancienne étudiante, une des plus brillantes que j'ai jamais enseignée, donc mademoiselle Katia Jouk. Donc c'est par ceci que je me retrouve ici, et merci aussi infiniment pour votre intérêt pour mon pays, pour ce que nous faisons. Donc, je vais pouvoir commencer. Je vais peut-être me déplacer pour... Alors, le sujet qu'on a choisi, c'est la société, l'état de la société civile au Bélarus face au régime autoritaire, mais aussi le rôle que l'Union européenne, l'Europe communautaire, pourrait jouer dans la démocratisation de mon pays. Donc, c'est pas un gros secret que... Comment est-ce que je fais? C'est mieux? Si je fais comme ça, c'est mieux. Voilà. Ça va comme ça. Mon pays, depuis une quinzaine d'années, est qualifié comme la dernière dictature de l'Europe. On peut discuter bien sûr si c'est vraiment la dernière, en sachant les tendances autoritaires qui sont très visibles maintenant en Russie, en sachant aussi que dans le Caucase du Sud, il y a aussi des régimes qui peut-être même plus autoritaires que mon pays. Mais quand même c'est un régime bien autoritaire, un régime qui est une dictature personnelle consolidée, qui méprise toute séparation de pouvoir. Tout est bâti autour du pouvoir exécutif, autour du président, lui-même ayant dit une fois que je suis le tronc
le tronc de l'arbre, d'où partent toutes les autres branches du pouvoir. Donc, si nous prenons comme exemple une chose qui est qui peut servir de très bon indicateur, ce sont les élections. Si il y a de vraies élections dans mon pays, et je veux aussi vous montrer ça à travers mon exemple. Donc, dans mon pays, depuis une quinzaine d'années, les élections ne servent que pour l'autolégitimation du régime en place. Et les gens, de plus en plus, ne croient pas en élection comme un moyen de changer le pouvoir ou changer la situation en général dans le pays. C'est pour ça, parfois, je suis étonné lorsque mes amis occidentaux me demandent quand est-ce que vous allez avoir la prochaine élection. Malheureusement, dans un régime autoritaire, les institutions qui existent, qui sont établies, sont utilisées pour préserver le pouvoir, non pas pour garantir l'alternance politique ou quoi que ce soit. Le régime utilise le droit, non pas pour imposer ou pour faire fonctionner l'état de droit, mais pour réduire tout risque de contestation politique. Donc, le processus électoral au Bélarus, on peut véritablement appeler comme un auto-recrutement public des pouvoirs en place. Et lorsque je le dis avec la certitude, on a au Bélarus un système très particulier de la mobilisation d'en bas. Lorsque les pouvoirs locaux et centraux décident d'une candidature officielle, cette candidature est investie non pas par le vote populaire, mais par le soutien de la part de l'exécutif. Cet exécutif aussi contrôle à tous les niveaux des commissions électorales locales et aussi des circonscriptions, le personnel et la nomination des gens aux commissions électorales, mais aussi pour ce qui est des candidats officiels, ces candidats officiels, le plus souvent ils ne font pas campagne, parce que ceci est garanti pour eux. Le fait d'être désigné élu est garanti dès le début, par définition, pour eux. Donc, je voudrais vous montrer quelques photos qui ont été prises lors de l'observation dans des différents bureaux de vote dans ma circonscription. C'est une circonscription à l'ouest de la ville de Minsk. Donc, voilà. Donc, c'est une photo qui montre la distance à laquelle se trouvent les observateurs indépendants. Et c'était la photo qui était prise par moi-même en 2004, lorsque j'étais un candidat malheureux. Bon, il n'y a pas d'élection. Les observateurs indépendants sont tenus à une telle distance. Et les gens qui sont membres des commissions électorales sont toujours nommés par l'exécutif, et le plus souvent, le chef de la commission électorale, c'est soit un chef de l'entreprise, soit un directeur de l'école, soit le chef de l'agence immobilière, de l'agence de gestion de l'immobilier dans le quartier. Et les gens qui sont dans la commission, le plus souvent, ce sont les gens qui sont directement dépendants de ce chef de la commission électorale. Donc, juste une panorama des photos. L'image est toujours la même. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise en 2006, justement à l'époque où Alexandre Milinkevitch se présentait au poste du président. Et c'est justement il y a 4 ans, au mois de mars, que les gens sont sortis dans la rue pour protester. C'était pas
une protestation réussie, mais quand même, sortir dans la rue au Bélarus en 2006, c'était complètement différent de ce que signifiait sortir dans la rue pour protester en Ukraine 2004. Nous nous rendons très bien compte des échecs de la coalition orange qui ont été faits après 2004, mais quand même, cet élan révolutionnaire, pour la démocratie et les élections équitables et libres en Ukraine, il était un exemple pour nous. Mais chez nous, ça n'a pas marché aussi parce que le régime mis en place au Bélarus n'est pas comparable à celui qui était à l'époque en Ukraine. Ils avaient une opposition parlementaire, nous n'en avons pas. Ils avaient des chaînes de télévision libres, nous n'en avons pas, et toujours c'est très très limité. Ils avaient aussi la possibilité, ce que les Ukrainiens avaient à faire surmonter, c'est seulement leur paresse, parce qu'ils n'étaient pas menacés d'être traités comme terroristes s'ils sortent dans la rue. Au Bélarus, en 2006, c'était justement le cas. Le pays était dans un état d'urgence pendant 3 mois. Plus d'un millier de personnes ont été arrêtées. C'est vrai que c'était pour des périodes assez limitées de 10 à 15 jours, mais quand même ça a eu l'effet de réduire l'élan protestataire des gens. Donc, cette situation avec les élections ne cesse de se répéter. Donc, les gens sont toujours les mêmes dans les commissions électorales. Donc, pour la plupart de ces photos, j'étais candidat aux élections. C'était l'observation de 2007, où je crois que je remportais. Mais on m'a mis à l'époque 6%, il me semble. Et personne de mon équipe ou d'observateurs indépendants n'a pas été laissé s'approcher le soi-disant des comptes des voix. Donc, j'aime beaucoup cette photo-là, même avec un agent de police qui sépare la commission électorale du bureau de vote des observateurs indépendants. Mais je voudrais vous montrer des chiffres qui m'ont laissé dans la politique des chiffres de l'année 2004. Il est assez souvent, je peux entendre assez souvent en Europe que des gens disent que Loukachenko est tellement populaire dans le pays qu'il aurait pu gagner les élections même sans tricher les résultats. En fait, ceci est faux. Et je vais le prouver aussi par les chiffres. En fait, c'est juste la ligne, cette ligne qui est en haut, qui est la plus importante. Donc, ce sont les résultats, juste regardez les 2 derniers chiffres, les résultats des élections dans un bureau de vote où un observateur international de l'OSCE a été permis de voir le décompte des voix. Donc en 2004, lors de la campagne référendaire, on avait à l'époque les élections parlementaires, mais aussi un référendum sur la possibilité de Loukachenko de se présenter autant de fois qu'il veut à la présidence. Donc on a mis fin à la limite de 2 mandats. Donc les résultats d'un bureau de vote montrent que les gens ont voté à 63% contre cette possibilité de se présenter. Et les résultats des bureaux de vote voisins, qui sont vraiment incroyables, montrent le soutien de 60% pour le dictateur, justement sont une preuve que la société civile ou les gens bélarusses peuvent voter
pour les valeurs démocratiques. Mais malheureusement, ils n'ont pas, même pour l'instant, les moyens pour faire défendre leur choix. Une autre preuve que je veux montrer, qui en fait montre très, très clairement que aucun des comptes des voix n'est pas effectué au Bélarus. En 2006, j'ai fait une chose suivante. J'ai demandé à mes voisins et moi-même, j'ai pris le bulletin avec moi. J'ai l'emporté du bureau de vote parce que je ne pouvais pas croire à la commission électorale. Mais ce que la commission a produit, j'avais comme ça 6 bulletins. Mais d'après la commission électorale, il manquait seulement 4 bulletins. Ce qui veut dire que personne au Bélarus n'essaie même de compter le nombre de bulletins qu'il trouve dans les boîtes, dans les box, dans les boîtes à bulletins, donc, dans les urnes. Il y a une chose. Normalement, le régime ne laisse pas se présenter comme ça et ne souffre pas pour des critiques comme ça, mais il y a aussi des preuves qui sont en fait incompréhensibles dans un pays démocratique. Vous pouvez imaginer qu'en France, la commission électorale centrale refuse à un citoyen de donner les résultats d'un vote dans chaque bureau de vote. Donc vous, en tant que citoyen, vous demandez les officiels de la commission électorale, est-ce que vous pouvez me donner les résultats officiels? Donc vous avez ici une photocopie de la lettre que j'ai reçue de la dirigeante de la commission centrale électorale de mon pays, qui me répondait que non, on ne peut pas vous donner les résultats de chaque bureau de vote, parce que nous ne sommes pas obligés de le faire. C'est en fait, ce n'est pas inclus dans notre code électoral. Et c'est une preuve et c'est une atteinte au droit à l'information pour chaque citoyen. Donc, le tout dernier exemple, et pour montrer, c'est juste les chiffres que je voudrais vous citer. On essaie de toujours réagir à cette situation. On participe aux élections, mais on essaie de réagir à la situation en proposant nos gens dans les commissions électorales. Et justement, nous sommes en train d'une campagne, nous sommes au plus fort de la campagne pour les élections municipales au Bélarus, aussi comme d'ailleurs en France. Donc, nous avons essayé cette fois-ci aussi de proposer nos gens aux commissions électorales de bureau de vote. Donc, dans ma propre circonscription, aucune des 13 candidats a été inclus. À travers le pays, sur 70 000 membres des commissions, il y a seulement 76 représentants des partis politiques de l'opposition. Donc, parfois, on se pose des questions à quoi bon participer dans cet exercice de trucage. Et il y a un nombre important de gens au sein de l'opposition qui disent que c'est pas la peine de jouer les jeux avec le régime. De toute façon, on ne pourra jamais gagner selon cette procédure et là où il contrôle tout le processus. Nous croyons qu'il est important quand même d'utiliser les possibilités de communication avec nos concitoyens. Vous voyez une photo qu'on a prise il y a 2 semaines de ma circonscription. C'est une possibilité de contact direct, même si on s'en rend très bien compte qu'on est dans une situation plutôt de dissidence que d'une véritable opposition politique. On sait aussi que pendant la résistance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les maquis ou les partisans ne pouvaient pas se présenter aux élections pour remporter contre le régime nazi ou le régime Vichy, en l'occurrence en France. Mais
la situation est un peu différente au Bélarus, c'est pour ça que nous essayons aussi d'utiliser ces moyens pour communiquer avec les gens, parler le langage qui soit compréhensible à eux, et aussi évoquer les problèmes qui existent tant au niveau local que national, pour essayer au moins de mobiliser et d'attirer l'attention. Parfois, un certain nombre de sujets, un certain nombre de problèmes, on peut faire pression et le régime réagit. En fait, si nous parlons de ce régime, on peut se demander quels sont les piliers de ce régime et comment ce régime a pu durer depuis l'élection de Loukachenko en 1994, et il est toujours là. Personne ne pouvait croire en 1994 que ce régime sera aussi long. Donc, tout d'abord, il faut dire que le régime s'appuie sur le populisme du dirigeant et son discours anti-corruption, anti-establishment, bien sûr conjugué avec le quasi-monopole des médias publics. Nous n'avons pas accès en tant qu'opposants à la télévision ou à la radio pour lesquels nous payons nos impôts. Moi, par exemple, en tant que candidat, je peux seulement avoir, candidat aux élections locales, je peux seulement avoir accès de 4 minutes à la radio locale, et aussi je peux avoir une somme qui est équivalente à 40 euros pour imprimer les tracts. C'est tout. Et ma circonscription, c'est de presque 25 000 personnes. Aussi, ce qui fait fonctionner ce régime, c'est le contrôle idéologique. Le contrôle idéologique aussi bien de l'éducation, mais aussi des entreprises. On a à travers le pays ce qu'on appelle le vertical idéologique. Les autorités n'ont pas peur de dire que nous avons besoin de l'idéologie d'État. Il y a des cours de l'idéologie d'État dans les universités. Il y a aussi les adjoints au directeur dans chaque entreprise, même dans des entreprises privées. Un moyen aussi très fort de contrôle sur la société, c'est l'économie étatisée, l'économie à commande, le système de commande, où l'État contrôle 70% de toutes les entreprises. Et les gens sont mis au contrat à durée déterminée, et ce système a été introduit au Bélarus au début des années 2000. Il fonctionne comme ça, et comme par hasard, le cycle électoral, les élections, coïncide avec l'expiration des contrats. Et très souvent, ce sont les contrats d'un an. Le contrat d'un an veut dire, on n'a pas de syndicat libre. Le contrat d'un an veut dire qu'au bout d'un an, sans explication, n'importe qui peut être juste viré, licencié, sans aucune explication. Comme ça, on n'a plus besoin de vous. Les conditions sont telles que nous allons continuer sans vous. Et ce système de contrat à durée déterminée est très souvent utilisé comme un moyen d'oppression sur les activistes ou un moyen juste de faire virer les gens de leur lieu de travail. Et comme à 70% tout appartient à l'État, encore plus les 30% ou les 25% restants, ce sont les entreprises privées, mais les entreprises privées qui sont pour la plupart des cas courues par les représentants de la nomenclature ou de leurs proches. C'est un business où les milieux des affaires sont très proches du régime, parce qu'autrement il n'est pas possible de faire de continuer les activités économiques. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, une personne qui est engagée dans les activités politiques peut être mise à la porte. Le tout dernier exemple, qui m'est très proche malheureusement,
C'est le cas de l'épouse de mon ami qui était dans mon équipe. Lui-même, il est entrepreneur privé, c'est-à-dire il ne dépend que de lui-même, il est un petit commerçant. Mais son épouse travaille dans une grosse firme privée. Elle est responsable des ventes, donc elle a été approchée par son supérieur et comme quoi elle a eu une consigne, soit vous vous divorcez, soit il arrête sa participation politique, sinon tu es mis à la porte. C'est très simple comme système, mais malheureusement ça fonctionne au Bélarus. Ce qui aussi a fait durer ce régime, a fait durer le régime depuis le début, c'est le soutien économique qui a été donné par la Russie à ce régime. En fait, Loukachenko est venu au pouvoir en 1994 avec le slogan de la réintégration avec la Russie. Il a fait sa campagne sur les sentiments de nostalgie à l'égard de l'époque soviétique. Il prenait le fait qu'on avait une certaine stabilité économique, que nos entreprises étaient trop dépendantes, de la Russie. Donc, il arrive au pouvoir et continue ses efforts de l'intégration. Il promet à la Russie de s'intégrer au plus vite possible. En contrepartie, il reçoit des subventions. Les subventions, soit dans la forme du pétrole et du gaz à des prix très bas, soit même des crédits de la part de Russie qui étaient utilisés par lui-même pour établir son système qu'il appelle le système de l'économie sociale de marché. Et ce soutien de la part de la Russie était bien rationnel de la part de la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie, le Kremlin, comptait beaucoup sur la réincorporation du Bélarus. Loukachenko lui-même, à un certain moment, rêvait de remplacer Yeltsin au poste du président de la Russie, mais avec l'arrivée au pouvoir de Poutine, ses rêves sont devenus éphémères. Donc, du coup, Loukachenko ne peut plus aller jusqu'au bout dans ce jeu de l'intégration parce qu'il se rend très bien compte qu'il va perdre son pouvoir. Et d'autre part, la Russie, en voyant cette résistance de Loukachenko, a commencé à arrêter progressivement le soutien direct de son régime. Mais quand même, pendant des années, et les dirigeants russes le soulignent tout le temps, le régime a bénéficié de milliards de dollars du soutien direct. Et ce soutien a permis une croissance économique, une certaine croissance économique du pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, avec la crise économique qu'on a, les Bélarusses ont le niveau de prospérité qu'ils n'ont jamais connu auparavant dans l'histoire. Certains analystes en Bélarus parlent même d'un soi-disant pacte social. Ce pacte social signifie que le régime prévoit un certain nombre de bénéfices sociaux, notamment une certaine éducation, parfois gratuite même, des soins médicaux qui peuvent être aussi parfois gratuits, mais en contrepartie, les gens doivent renoncer à leurs revendications politiques, à leur citoyenneté en fait, parce qu'ils sont confisqués leur droit de voter. Et encore, bien sûr, un autre moyen très fort sur lequel le régime n'hésite pas à s'appuyer, c'est la pression sur la société civile, la pression très astucieuse, la pression qui est très ciblée, mais elle touche les activistes, les militants de la société civile.
on peut faire une liste depuis une quinzaine d'années, une très longue liste de cette chasse à la dissidence. On a eu même au Bélarus des hommes politiques qui ont disparu pour des raisons très visiblement politiques. On a des arrestations, et ça continue toujours, des arrestations arbitraires, des détentions des gens, la censure politique ou même les limitations des droits à la liberté de l'association, de la conscience, de la religion. On ne peut pas, depuis des années, on ne peut pas enregistrer une organisation non gouvernementale, une association. Et d'autre part, si on agit au nom d'une association qui ne soit pas enregistrée, on risque d'être condamné à 2 ans de prison. Ces activités au nom des organisations non enregistrées ont été criminalisées la veille de la campagne 2006, donc en 2005. Et l'article du code pénal est toujours en vigueur et on n'a pas eu beaucoup de cas de gens qui ont été condamnés, mais quand même ça pèse très lourdement sur les activistes démocratiques. Nous croyons aussi que c'est justement la connaissance du potentiel de notre société civile qui rend le régime aussi restrictif en ce qui concerne les libertés démocratiques et les droits de l'homme. Il n'y a pas de semaine où, et surtout maintenant avec l'approche des élections présidentielles qui vont avoir lieu à la fin de cette année, début de l'année 2011, avec l'approche de ces élections, on peut prévoir que l'attention sur la pression sur les activistes démocratiques va augmenter. Donc, comment est-ce que nous réagissons à cette situation? Nous nous rendons très bien compte qu'on ne peut pas tout de suite gagner contre ce régime. Nous nous rendons aussi compte que nous sommes maintenant minoritaires dans notre société. Ça ne veut pas dire que le régime soit soutenu par la majorité de nos concitoyens, mais ça veut dire que nous n'avons pas le soutien de la majorité de nos concitoyens, et en même temps, au moins la moitié des gens au Bélarus, ils ne s'intéressent pas à la politique, ils préfèrent à se cacher derrière leurs problèmes personnels ou juste être attachés parfois à la consommation ou à des choses plutôt économiques, mais ils ne s'intéressent pas à la politique. Donc, le mouvement pour la liberté qui a été conçu en 2006 par Alexandre Milinkevich, ce mouvement se pose comme objectif de faire en sorte qu'il y ait des élections libres au Bélarus. Et nous nous rendons bien sûr compte que ces élections ne vont pas ne vont pas être le résultat de la bonne volonté des autorités. Nous voulons informer nos concitoyens. Nous avons le réseau des gens à travers tout le pays qui font du samizdat, impriment des journaux locaux, où ils utilisent aussi des sites internet. Pour l'instant, l'internet est relativement libre encore au Bélarus, mais très récemment, il y a eu un décret de Loukachenko qui limite l'internet, qui identifie aussi les usagers de l'internet. Ce décret va entrer en vigueur à partir du juillet 2010, c'est-à-dire la veille de la campagne présidentielle. Mais aussi, nous pensons aussi à l'éducation des gens, et c'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup plus de contacts avec nos partenaires européens. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, un autre objectif de notre mouvement, c'est le renforcement de l'indépendance de notre pays. Lorsque nous combattons au Bélarus, nous nous rendons très bien compte qu'il s'agit non seulement de la démocratie, il s'agit aussi de l'indépendance.
Et nous savons aussi que sans l'indépendance, la démocratie sera presque impossible au Bélarus. Pourquoi? Parce que nous voyons l'exemple des régions de la Russie où il y a beaucoup moins de liberté par rapport à Moscou, par exemple. Et encore, malgré une vision toujours relativement répandue en Occident, même en France, la nation bélarusienne existe depuis longtemps et notre droit à l'indépendance a été quand même confirmé par des années de la lutte au début du XXe siècle, mais aussi nous avons une tradition de la lutte pour l'indépendance et aussi pour la démocratie qui existait dans le pays et la tradition étatique a été aussi préservée d'une certaine manière par l'émigration. Nous avons toujours un gouvernement en exil de la République démocratique du Bélarus, à l'époque c'était de la Ruthénie blanche, qui était créée le 25 mars 1918. Et ce gouvernement, bien qu'il existe plutôt de manière symbolique, ce gouvernement préserve la volonté déclarée à l'époque du peuple bélarusien de vivre dans un État libre et indépendant. Mais nous aussi, comme le mouvement pour la liberté, nous croyons qu'il sera impossible de faire fonctionner la démocratie dans notre pays sans le rapprochement avec l'Union européenne. L'Union européenne qui maintenant est sur nos frontières, sont les pays qui nous sont très proches, avec lesquels nous partageons beaucoup de l'histoire en commun. Notamment, je pense à la Pologne et la Lituanie. Donc, ces pays qui sont déjà dedans ont un grand intérêt pour aider le Bélarus. Mais nous savons aussi qu'il est très important que l'Union en tant que telle s'engage à côté de la société civile bélarusienne. Donc si nous parlons des relations entre le Bélarus et l'Union européenne, je préfère regarder les choses sous l'angle positif. Donc, même si ces relations maintenant sont dans le négatif assez important, on peut dire qu'il y a un large potentiel pour le développement. Et le Bélarus est encore le dernier pays dans l'Europe orientale à développer, aussi à institutionnaliser les relations, au moins de partenariat avec l'Union européenne. Ces relations, pendant assez longtemps, étaient conditionnées par les évolutions internes au Bélarus. C'était bien sûr une politique morale de la part de l'Union européenne de dire tant que vous n'êtes pas une démocratie, on ne veut pas avoir affaire avec vous. Mais malheureusement, cette politique n'apportait beaucoup. Je vais en parler un peu plus loin. Mais aussi, si nous parlons des relations entre le Bélarus et l'Union européenne, jusqu'à assez récemment, ces relations étaient envisagées à travers le prisme des relations avec la Russie. Et très souvent, l'idée qui était utilisée à Bruxelles, peut-être à Berlin, à Paris aussi, que le Bélarus, c'est un État un peu accidentel. Donc, il va bientôt être réintégré dans la Russie. Donc, il vaut mieux peut-être traiter directement avec Moscou sans payer trop attention à ce qui se passe à Minsk. Mais justement, ces relations restent aujourd'hui le facteur clé, et ils seront dans le futur, pour le Bélarus pour devenir véritablement indépendant et démocratique. La politique précédente de l'Union européenne par rapport au Bélarus était, on peut dire, morale. L'Union européenne, à partir de 1996,
c'était le deuxième référendum où Loukachenko a presque détruit le pouvoir législatif et établi sa dictature. À partir de 1996, l'Union européenne a progressivement adopté une série de mesures qu'on peut appeler des sanctions, soit des limitations vis-à-vis le régime, notamment l'interdiction. Il y avait une décision sur l'interdiction des contacts avec, au niveau plus haut que le niveau ministériel, interdiction des visas aux dignitaires du régime. En 2007, le Bélarus a été exclu du système des préférences commerciales sur la base des conclusions de l'Organisation internationale du travail, et la raison était bien fondée, c'était les violations des droits des syndicats libres. Aussi, l'Union européenne a réagi à la situation, aux protestations de 2006 par un rapport de la Commission européenne de 2006 qui est intitulé « Qu'est-ce que l'Union européenne pourrait apporter au Bélarus ?» Et dans ce document, il s'agissait de 12 conditions que le gouvernement bélarusien devait remplir pour relancer les relations à pleine échelle. Mais cette conditionnalité démocratique qui était bien fondée, mais quand même, elle n'a pas abouti à un changement du régime. Le régime s'enfonçait dans l'auto-isolement, et aussi on peut dire que les sanctions ou les déclarations qui ont été adoptées par l'Union européenne vis-à-vis du Bélarus, ils ne pouvaient pas arrêter les répressions. Les répressions continuaient. Donc, cette facilité de l'Union européenne ne pouvait pas changer les choses au Bélarus. Mais à partir de l'année 2007-2008, la donne a changé un peu. Ça a changé non pas à cause, globalement à cause de l'Union européenne, même si l'Union européenne s'est élargie entre-temps, en 2004, et l'arrivée de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne a permis d'avoir une plus grande prise de conscience de l'importance du Bélarus. Mais cette nouvelle étape commence à cause des facteurs autres que le changement de la position de l'Union européenne. Tout d'abord, ce sont les conflits entre le régime et le Kremlin. Ces conflits sont de nature personnelle. Apparemment, Poutine, le Premier ministre actuel, mais à l'époque c'était le président de la Russie, et Loukachenko, ils se détestent mutuellement. Peut-être parce que Loukachenko voit que c'est à cause de Poutine qu'il a perdu ses chances au Kremlin. Mais donc la Russie arrête progressivement les subventions au régime. Le Bélarus a payé des prix de plus en plus élevés pour le gaz et le pétrole, ce qui a fait aussi peur aux dictateurs bélarussiens, c'est la conduite de la guerre par la Russie contre la Géorgie, parce que Loukachenko a réalisé qu'il pourrait aussi être cible pour une telle politique de la part de Moscou. Donc, le moment est venu en 2007-2008 et le régime a fait même un certain nombre de pas positifs. Nous avons eu en 2007-2008 une dizaine de prisonniers politiques. Et progressivement, ces prisonniers politiques ont été remis en liberté. C'était le résultat de la pression de l'Union européenne, mais aussi de la nécessité pour le régime de se réengager avec l'Union européenne. Donc, de sa part, l'Union européenne a suspendu les mesures restrictives. Le Bélarus a aussi été invité au partenariat oriental, un programme de l'Union européenne pour moderniser les pays du voisinage oriental.
d'ailleurs, une petite remarque, il me semble qu'il vaut mieux parler des pays européens, voisins de l'Union européenne, et non pas des voisins tout purement de l'Union européenne, parce que tant l'Ukraine, la Moldova et le Bélarus, ce sont des pays européens qui ne sont pas encore communautaires, mais peut-être un moment sera venu, lorsque cette question sera posée, on sait très bien que le ballon est toujours sur notre côté. Donc, un autre résultat de la politique de dialogue et de réengagement avec le régime, c'est que l'année dernière, en 2009, l'économie bélarusienne a été sauvée de l'échec, de l'effondrement, grâce au crédit du Fonds monétaire international et non pas grâce au soutien de la part de la Russie, parce que la Russie a très fortement conditionné l'octroi des crédits. Pourquoi ces crédits sont nécessaires? Parce que le modèle qui a été construit par Loukachenko, il ne peut pas fonctionner sans les subventions, sans le pétrole et le gaz à bas prix. Et l'économie nationale n'étant pas réformée, il a besoin pour entretenir l'économie de crédit. Donc, nous, parfois étant même objet de la critique de la part des fractions radicales au sein de l'opposition, nous croyons qu'il n'y a pas d'alternative positive au dialogue aujourd'hui. Parce que la question qui est très importante pour le Bélarus, c'est à la fois la démocratie et l'indépendance. Si nous nous enfonçons encore plus dans l'indépendance économique vis-à-vis de la Russie, nous allons perdre notre souveraineté et comme ça, nous allons perdre aussi toutes les chances pour démocratiser notre pays. C'est pour ça nous voulons que l'Union européenne soit plus active vis-à-vis du Bélarus. On a eu déjà certains résultats positifs du dialogue. Le régime qui auparavant stigmatisait l'Union européenne et les pays occidentaux en disant qu'ils ne veulent que détruire notre modèle social et nous envahir par le biais de l'OTAN, a changé son discours. Vous pouvez imaginer qu'en été 2009, à travers tout le pays, les départements idéologiques ont organisé une discussion intitulé « Les possibilités du dialogue entre le Bélarus et l'Union européenne ». Dans les documents qui ont été produits à l'époque, il était noté que l'Union européenne a des moyens nécessaires pour aider le Bélarus à moderniser notre économie, pour investir dans l'économie et aussi pour nous fournir des nouvelles technologies. Bon. Il y a aussi, suite à ce changement du discours officiel, il y a aussi un changement dans l'état de l'opinion publique. On sait très bien que les sondages dans un pays autoritaire, même parfois dans un pays démocratique, peuvent être utilisés de manière très très particulière, sachant que la forme de la question, l'attitude générale des correspondants peut changer. Mais quand même, les sondages indépendants ont montré pour la première fois pendant la dernière décennie que le nombre des Bélarusiens qui seraient plutôt en faveur de l'intégration avec l'Union européenne a surpassé le nombre de ceux qui seraient plutôt pour développer des relations plus étroites avec la Russie. Donc le ratio est toujours plus ou moins comparable, 47 il me semble contre 43, mais ce changement est très important vu que le régime a stigmatisé l'Union européenne comme voulant faire la révolution et changer le régime politique dans le pays. Donc, nous croyons aussi qu'aujourd'hui nous avons une nouvelle possibilité pour parler avec nos concitoyens. Nous pouvons leur dire que un des postulats du régime que personne ne nous attend à l'Occident, il est faux parce que tout d'abord
nous voulons développer de bonnes relations avec les pays occidentaux, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est à nous d'aider nous-mêmes avec l'aide de nos partenaires. Et on a aussi une chose qui apparaît un peu bizarre, mais quand même, c'est un moyen qui est utilisé à la fois par le régime, mais du coup, nous apercevons que nous soutenons la même position. Le régime, depuis 6 mois, a commencé à parler de la nécessité de libéraliser le régime de visa et notamment les conditions d'obtention des visas Schengen pour les Bélarusiens. Vous savez qu'aujourd'hui, les Bélarusiens ont à payer le prix le plus élevé dans la région pour les visas Schengen. Nous payons 60 € pour les visas Schengen, tandis que les Ukrainiens ou les Russes, ils payent 35 €. La cause est évidente, la cause est liée à l'absence d'un accord de partenariat et de coopération entre le Bélarus et l'Union européenne, mais le fait est tel que le régime ainsi que les forces démocratiques aujourd'hui parlent de la nécessité pour que l'Union européenne s'ouvre plus et permet aux Bélarusiens de voyager plus librement. On sait très bien que le régime fait tout son possible pour que le pays soit fermé. Récemment, un autre sondage d'opinion a montré que presque 60% des Bélarusiens n'ont jamais sorti à l'étranger et plus que la moitié n'ont jamais vu un étranger au Bélarus. Donc, c'est le résultat de cette fermeture du régime, mais aussi d'un certain, comme nous disons, d'un certain mur de Berlin en papier qui a été érigé sur notre frontière occidentale. Et finalement, ce que nous pensons faire dans notre pays, nous voulons européaniser le Bélarus. Le Bélarus qui se trouve en Europe, nous voyons un potentiel pour développer des idées européennes dans notre pays et nous nous rendons très bien compte que nos concitoyens ont besoin de plus de contacts avec le monde extérieur et il est très important de faire savoir à nos concitoyens qu'il y a, à part des éléments moraux qui est très important dans nos relations avec l'Union européenne, il y a aussi des bénéfices bien concrets de notre partenariat et coopération avec l'Union européenne. Je crois que je vais conclure là-dessus et je reste ouvert à vos questions. Merci beaucoup. Alors, on passe aux questions, on va peut-être mettre un petit peu de lumière. Voilà. Alors donc, avant tout, merci beaucoup pour cet exposé vraiment très intéressant de la situation actuelle du Bélarus. J'imagine que vous avez de nombreuses questions, du moins je l'espère. Le but donc, c'est que cette deuxième partie de la conférence soit particulièrement vivante. Donc je vous invite vraiment chacun à poser toutes les questions que vous voudriez, sachant que effectivement, le fait que vous ne connaissiez pas grand-chose sur le Bélarus avant de rentrer dans cette pièce n'a rien de mal, c'est bien compréhensible. J'espère que quand vous en ressortirez, vous saurez tout. Voilà. Bon, c'est encore moi qui veux le feu. C'est pas envie pour changer. J'aimerais vous demander votre avis sur une impression que laisse un petit peu certaines choses que vous avez dites dans votre exposé, enfin une crainte, disons. Est-ce que vous ne craignez pas que l'opinion publique biélorusse aujourd'hui souhaite l'Union européenne comme substitut à l'assistance russe et ne se rendent pas forcément complètement compte de ce qu'un mouvement vers l'Europe, vers l'Union européenne, signifie aussi en termes de prise de responsabilité et d'initiative? Une très bonne question.
C'est vrai que le régime d'abord soviétique et par la suite le régime autoritaire de Loukachenko a beaucoup développé les sentiments clientélistes. Et il n'y a pas de. Il est très difficile de trouver, de voir l'esprit citoyen des gens et de responsabilité. Mais quand même, je crois que la plupart de ceux qui optent aujourd'hui pour l'Union européenne, ce sont les gens qui sont déjà convaincus, ce sont ceux qui votent régulièrement, soutiennent régulièrement les forces démocratiques. Et à travers aussi de mes propres expériences, j'ai fait des milliers de porte-à-porte dans ma circonscription. Je vois que les gens qui veulent une intégration européenne à terme, ce ne sera pas demain. Donc, ce sont les gens qui sont actifs, qui ont plutôt une éducation supérieure et qui sont dynamiques dans leur vie. Donc ça, c'est une gage de choix qu'on va opérer, du choix plutôt de responsabilité, et on s'en rend très bien compte que ce sera un effort de modernisation très important pour tout le pays, dans l'économie, dans le politique, à faire. Et le rapprochement avec l'Union européenne, ce n'est pas une panacée, c'est juste un moyen. Je crois que nous allons toujours défendre cette position. Bien sûr, parfois pour vendre, je dis dans le langage courant, donc pour vendre les réformes aux gens, on peut trouver un agent extérieur et dire que, vous voyez, on est obligé par Bruxelles ou par Moscou, je ne sais pas, d'adopter des mesures douloureuses. Mais je crois quand même que l'intégration européenne, à la fois, elle viendra, comme je viens de le dire, des idées européennes, des valeurs européennes, mais aussi elle viendra des contacts économiques de plus en plus importants. Nous exportons toujours plus vers la Russie, plus ou moins nos exportations sont égales vers la Russie, 45%, vers l'Union européenne, les mêmes 45%, mais la structure de nos exportations vers l'Union européenne est plutôt, je dirais, indicatrice de notre sous-développement. Parce que les produits que nous exportons vers l'Union européenne, ce sont des produits pétroliers raffinés ou des minéraux, des différents minéraux, des ressources naturelles. Et je crois qu'avec le partenariat oriental qui prévoit une certaine intégration sectorielle et l'introduction des standards européens, nous allons pouvoir changer la structure de notre économie et engager plus les gens sur leurs relations beaucoup plus pragmatiques avec l'Union européenne. Et c'est dans notre intérêt parce que ce que nous avons hérité de l'Union soviétique, c'est une structure économique qui n'est pas adaptée aux besoins d'un pays relativement moyen, qui en fait ne doit pas être tellement militarisé et produire des marchandises qui ne sont pas tellement compétitives. Je vois qu'il y a plusieurs questions, on va peut-être en prendre plusieurs à la fois. Bonsoir. Quelle forme de soutien à votre dissidence réclamez-vous au Conseil de l'Europe, mais également au gouvernement américain, pays dans lequel apparemment vous avez mené une partie de votre carrière professionnelle, notamment en tant qu'enseignant? Par exemple, si vous aviez devant vous un sénateur américain et un sénateur européen, quelle formulation de soutien à votre dissidence organiseriez-vous et réclameriez-vous? Toujours une bonne question. Nous avons
et c'est très important, nous avons un soutien, une solidarité tant européenne qu'américaine pour notre cause. En tant que dissident de notre pays, c'est très important que quelqu'un se soucie de ce qui se passe. Et c'était aussi un moyen, l'attention de l'Union européenne, des États-Unis vers ce que se passe dans le pays, c'est aussi un moyen de protection pour un certain nombre des activistes. De ce point de vue, Alexandre Milinkevich est beaucoup mieux protégé que des activistes dans une petite ville ou dans un village qui n'ont pas de telles connaissances à travers l'Europe. Donc, c'est la première chose, la solidarité morale. Il y a une autre chose qui est aussi importante parce que le politique, c'est aussi l'allocution de ressources. Aussi la distribution de ressources. Et donc, pour faire du politique au Bélarus, il faut avoir des ressources, au moins pour imprimer des choses ou pour vivre, surtout pour les gens qui sont virés de qui sont licenciés de leur lieu de travail. Donc, il y a un certain soutien essentiellement américain, mais il y a un soutien aussi d'un certain nombre des pays européens, dont surtout la Pologne, la République tchèque, la Suède, la Norvège, pour les gens qui ont été réprimés. C'est la solidarité concrète. Il y a encore une troisième chose qui est aussi importante. Nous n'avons pas, comme l'économie du pays est à 70% étatisée, et le reste du business est très proche du régime, nous n'avons pas de moyens financiers pour les activités politiques. Et c'est une troisième forme de soutien qui est aussi important. C'est vrai que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la législation en place, on s'en rend compte, mais on sait aussi très bien que le soutien du mouvement Solidarité dans les années 80 en Pologne a été aussi envoyé, canalisé par des moyens qui n'étaient pas toujours légaux. Donc c'est une troisième forme de soutien qui est aussi très important pour notre pays parce que, en fait, on peut dire qu'à un moment donné, la France a aussi donné, c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui, des grants, des subventions à la démocratie, à la jeune démocratie américaine à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est très important d'avoir une solidarité des démocraties. Bonsoir, monsieur. Quand vous avez parlé des piliers du régime, vous avez parlé du populisme et de la discours anti-establishment. Est-ce que vous pourriez préciser? Et puis aussi, également, vous avez parlé de l'idéologie de l'État. Alors, quelle est cette idéologie? Est-ce que se réfère toujours plus ou moins au marxisme-léninisme ou est-ce que vous pouvez dans sa place? Je vous remercie. Merci. Le populisme de Lukashenko, il est très naturel. Malheureusement, on doit le reconnaître qu'il, assez souvent, il ressemble dans son langage, dans ses activités aussi, dans son comportement, à un Bélorusien moyen. Donc, il est arrivé au pouvoir en 1994 avec des slogans d'anticorruption. Il a fait sa campagne sur la lutte contre la corruption. Et c'était, en fait, à l'époque, c'était les débuts de la privatisation et c'est vrai que l'ancienne nomenclature a beaucoup profité de son accès aux ressources et la possibilité de s'apprivoiser de ce qui était à l'époque la propriété publique. Donc il a fait ce discours et il continue toujours à se présenter comme président du peuple. Il a empêché tout effort des gens qui étaient autour de lui de créer un parti politique du président. Il n'y en a pas. On a une association qui s'appelle la Rutini Blanche, ou même la Russie Blanche, qui a été créée il y a une année et demie. Mais cette association qu'on attendait qu'elle allait se transformer dans un parti politique, il y avait des plans comme ça, a été bloquée dans son développement.
Donc il essaie d'avoir un contact direct, au moins envoyer un message à la société qu'il est en contact direct avec les petits gens, en outrepassant les intermédiaires. Donc, en quelque part, c'est le refus du politique en tant que tel, c'est le refus de l'idée de représentation. Donc, la deuxième partie de votre question concernant l'idéologie de l'État, en fait, c'était une invention. Donc, l'idéologie de l'État, c'était un terme dans notre constitution. Je ne me rappelle plus quel article. Il est marqué qu'il n'y peut pas y avoir d'idéologie d'État. C'était marqué comme ça. Mais quand même, à partir de 2003, les du régime ont commencé à parler de l'idéologie de l'État. Et finalement, il y a eu même des cours d'idéologie d'État introduits dans les universités. Une des raisons pourquoi l'université où j'enseignais était fermée, c'était justement une certaine résistance d'enseigner ce cours dans les mêmes catégories qui ont été voulues par le régime. Mais du coup, il y avait aussi des livres, des manuels d'idéologie d'État qui ont été publiés par les soi-disant politistes. Mais finalement, on s'est aperçu, et justement, le débat revient. Justement, la semaine dernière, le chef de l'administration présidentielle a dit que le travail idéologique n'est pas satisfaisant. Parce que l'idéologie d'État, en fait, c'est l'idéologie de ce qui se fait dans la tête d'une seule personne. Le régime est tellement personnalisé que, en fait, l'idéologie État au Bélarus signifie l'allégeance, la fidélité à la personne du dirigeant. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver encore ce qui constitue cette idéologie d'État. Il y a un certain nombre de changements positifs pour ce qui est la politique d'information du régime. Ils ont commencé à reconnaître un peu plus la langue bélarusienne, ce qui n'était pas le cas, et Loukachenko a fait sa campagne contre la langue en 1994. Il a politisé les questions de la langue bélarusienne et il a restauré la langue russe comme la deuxième, en fait la première langue officielle dans le pays. Ce qu'ils ont changé maintenant, ils ont commencé à réintroduire un peu la langue. Ils ont commencé aussi à utiliser un certain nombre des événements historiques qui prouvent qu'il existe une nation bélarusienne. Et c'est quelque chose de nouveau, et nous croyons que c'est positif. C'est la logique de l'existence même d'un État indépendant qui a poussé le régime à le faire face à la pression de la Russie. Et ils sont même allés à présenter la Deuxième Guerre mondiale non comme la victoire du peuple soviétique, mais ils parlent de plus en plus, les idéologues du régime, de la victoire du peuple bélarusien. Même si on a à 30 km de Minsk la ligne de Staline qui a été réinstallée, qui a été presque inventée. Il y a des chars, des différents objets militaires qui sont mis. La ligne porte le nom de Staline. C'était l'ancienne frontière entre la Pologne d'entre-deux-guerres et l'Union soviétique, et donc des fortifications. Et c'est toujours donc le régime essaie de jouer sur cet amalgame de différents éléments pour un seul but: préserver le pouvoir. Ils sont tellement pragmatiques que les questions du marxisme-léninisme ne leur regardent pas. Bien sûr, ils sont marxistes dans leur compréhension de l'histoire et des processus économiques, que tout est déterminé par l'économie, non pas par un certain nombre de valeurs et par les éléments politiques. Voilà. Donc, je crois que cette idéologie d'État, elle va disparaître avec la personne du dictateur lui-même. Bien sûr, chaque État essaie de développer ce qu'on appelle l'éducation civique. Et c'est normal d'éduquer de bons citoyens à partir de l'école,
Mais ça ne doit pas être dans des catégories telles que la loyauté au régime mis en place. Ce qui est aussi, le deux derniers traits, ce qui est aussi très important, même dans le dialogue avec l'Union européenne, le régime parle de plus en plus de la souveraineté et de l'indépendance. Donc c'est sur deux registres même. Donc finalement, au bout d'une quinzaine d'années, le régime a commencé à faire véritablement ce qu'on aurait dû faire dès le début, jouer sur les différences d'approche de la Russie, de l'Union européenne, pour développer son propre État. Donc ce discours indépendantiste, à plus long terme, il est aussi positif pour par la suite établir un système politique plus démocratique qu'il n'est maintenant. Bonsoir. J'avais en fait deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous, en tant qu'opposant politique au régime, est-ce qu'en tant que personne, vous êtes senti menacé? Ou est-ce que votre famille a pu recevoir des pressions d'une façon ou d'une autre? Et la deuxième question que j'ai en fait est afférente au document qu'on nous a donné pour cette conférence. Donc la source est bien sûr provient du ministère des Affaires étrangères de la France. Et on se rend compte que les principaux clients de notre pays sont essentiellement, mis à part la Russie, sont essentiellement des États européens. Donc est-ce que finalement on n'est pas non plus dans une sorte de double discours, c'est-à-dire un discours politique qui vient condamner le régime qui a lieu dans votre pays, et au final, en retour, des États membres qui, par des accords bilatéraux, justifient et alimentent le régime in fine. On va peut-être prendre encore une question. Moi j'avais une question sur comment vous qualifieriez la jeunesse en général dans votre pays. Est-ce qu'il y a un engagement, un intérêt malgré politique, malgré comme vous l'avez évoqué, l'éducation idéologique qu'il peut y avoir? Vous avez aussi cité Internet, il y a peut-être la possibilité de visa qui pourrait ouvrir le pays. Donc voilà, quelles sont les perspectives aussi pour les jeunes là-bas. D'accord. On répond Personnellement, j'ai été arrêté 3 fois, détenu pendant quelques heures. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. La dernière fois, c'était avec Milinkevich, donc il y avait même une déclaration pour notre détention de la part du chef du CDU allemand, Ronald Pofalla. Il y avait aussi des déclarations, c'était en février 2009, des déclarations de la part de la Commission européenne pour la remise en liberté, mais c'est grâce au fait que c'était Milinkevich qui a été détenu. Pendant cette campagne, mon ami qui était dans mon équipe a vu les pneus de sa voiture crever, les 4 pneus, dans une voiture qui est pareille comme toutes les autres. J'ai un peu difficilement vécu la réaction dans ma propre famille, parce que mon frère aîné, il est agent de police, il est major, sous-colonel, et depuis pendant 2 années, on ne se parlait pas presque un mot, non pas parce qu'il soutient le régime, mais parce qu'il dit que je cours un risque très grand de m'exposer tellement à mes activités. Il connaît très bien, on est d'accord sur la nature du régime, il connaît que peuvent être les conséquences, mais heureusement maintenant, c'est un sujet, mon engagement politique, c'est plutôt un sujet tabou au sein de ma famille, comme ça on évite de faire les discussions. Donc, pour votre deuxième question, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays européens qui ont des relations commerciales assez poussées avec le régime, mais comme je disais,
Les exportations, surtout en produits pétroliers raffinés, ce sont les exportations qui vont dans les bourses, par exemple, néerlandaises. Et le plus souvent, on ne peut pas voir que ce sont les exportations qui proviennent du Bélarus, parce qu'ils sont revendus là par les traders comme des produits pétroliers de cours, ou par les traders russes. C'est vrai qu'il n'y a pas de politique cohérente des pays membres vis-à-vis du régime. Parfois, le régime parle aussi de double standard. Et ils sont même allés jusqu'à dire qu'il y a de triple standard. Très récemment, l'ambassadeur du Bélarus à Bruxelles, il a parlé de triple standard. Nous l'acceptons. Pour ce qui est des droits de l'homme, c'est vrai qu'il y a de double standard de la part de l'Union européenne. Les standards sont plus élevés pour le Bélarus qu'ils ne le sont pour l'Azerbaïdjan ou le Turkménistan. Mais ça s'explique aussi par la géographie, par notre appartenance à la civilisation européenne et aussi par la force, je crois, de notre société civile. On a un double standard parfois de la part d'un certain nombre, économique cette fois-ci, de la part d'un certain nombre d'États européens. On a déploré véritablement la visite du Premier ministre italien au Bélarus, qui est venu voir le dictateur pour lui dire que votre peuple vous soutient, on le voit au résultat des élections. Donc, et il a fait autre chose que, par exemple, Javier Solana, qui est venu pour voir à la fois l'opposition et Loukachenko. Nous sommes pour sauver le pays, il faut parfois voir les dirigeants ou les représentants de ce régime. Mais il faut à la fois entretenir au moins la visibilité d'un dialogue et toujours parler avec ceux avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc un certain nombre d'hommes politiques européens le font. Par exemple, lorsque l'ancien commissaire Ferrero-Waldner est venu à Minsk, elle a vu à la fois l'opposition, elle a vu Loukachenko, elle a vu le ministre des Affaires étrangères. Bon, c'est pas toujours le cas avec les représentants lettons, qui sont même très dépendants économiquement du commerce avec le régime. C'est pas non plus le cas de l'Italie. Au moins, l'Allemagne aussi parfois joue un double rôle. L'Allemagne, c'est vrai, par le biais de ses fondations, notamment, je peux mentionner Konrad Adenauer Stiftung, soutient la société civile, mais en même temps, l'Allemagne a de relations assez poussées économiquement avec le régime. L'ambassadeur allemand lui-même étant parfois accusé par une partie radicale de l'opposition pour être très à l'écoute, pour prêter toujours son oreille à l'administration du président où il a tous les contacts. Donc c'est vrai que il y a un jeu. Et notre position est qu'il faut que les relations avec le régime aide aussi à la société civile, à l'opposition, de développer un dialogue interne. Ce que nous manquons toujours au Bélarus, c'est un dialogue interne. Donc le régime ne nous reconnaît pas. Peut-être on n'est pas assez fort pour se faire reconnaître par le régime. Et c'est vraiment très douloureux lorsqu'on voit qu'un certain nombre de leaders européens continuent à jouer le jeu qui est tellement voulu par le régime. Mais ce ne sont pas tous. Et la toute dernière décision, par exemple, du Parlement européen, qui a décidé d'inviter dans l'Assemblée parlementaire du partenariat oriental, Euronest, a décidé d'inviter non pas les représentants du Parlement de poche, des députés qui ont été nommés, non pas élus, mais les représentants de la société civile et des partis politiques démocratiques. Donc c'est un soutien bien sûr moral, mais c'est aussi très important. Donc, concernant la question ce qui devient la jeunesse bélarusienne, elle est divisée comme toute la société. Parfois on voit les résultats de l'idéologie du régime. Ces jeunes gens sont plutôt poussés vers la consommation. Ils peuvent
ils peuvent juste, même pour nous, parfois c'est très douloureux de voir qu'ils acceptent les symboles du régime, le drapeau qui a été réinventé par Loukachenko et ses armoiries, qu'ils ont une attitude assez méprisante vis-à-vis de l'opposition. Je parle d'une partie de jeunes gens. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de conformistes qui font la carrière au sein du régime, et ça se comprend aussi, et ils veulent faire leur carrière, ils veulent réussir dans la vie. Nous, malheureusement, aussi, à cause d'être coupés de ressources financières et de possibilités d'avoir nos propres entreprises ou de développer nos propres firmes, nous ne pouvons pas leur offrir une possibilité pour la réussite. Mais il y a une autre partie de jeunes gens qui sont engagés politiquement, soit, ce qui est aussi très très positif, je crois, pour la première fois dans l'histoire du Bélarus, il y a des milliers de jeunes gens qui font maintenant leurs études dans les pays de l'Union européenne. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui va revenir, mais de toute façon, ce sont les ambassadeurs de notre pays. Ils vont de toute façon garder les liens avec le Bélarus, et c'est aussi un moyen très fort pour européaniser le Bélarus. Donc, la jeunesse est divisée comme toute la société, malheureusement. Mais il y a quand même des tendances positives. Bonjour. J'ai une petite question concernant la transition démocratique en Biélorussie. Vous n'avez pas peur d'une instrumentalisation des aspirations démocratiques visant la préparation des richesses du pays par un groupe d'hommes? Je pense notamment à l'Ukraine avec le tandem Yushchenko et Timoshenko, ou alors à la Russie avec le groupe des oligarques formé par Kuczynski, Chubais, Abramovich, Khodorkovsky, Berezovsky. Au Bélarus, on a un système de... Peut-être on va... je réponds. Au Bélarus, on a un système d'un capitalisme d'État avec un seul oligarche. On le connaît. C'est vrai qu'on n'a pas de pluralisme de l'élevage. Et attention, les oligarches préexistaient à la révolution orange en Ukraine. Donc c'était le résultat d'une évolution antérieure. C'est pour ça que nous voulons éviter cette privatisation ultralibérale à outrance au pays, aussi pour des questions de la sécurité nationale, parce que pour la plupart, ce sont les oligarches russes qui vont en profiter. Donc, la privatisation est inévitable au Bélarus, parce que nous sommes un pays avec le secteur public le plus gros dans toute la région. Mais la question est comment faire cette privatisation et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un clivage aussi important entre les riches et les plus pauvres. On voit aussi que le régime et les dignitaires du régime ont déjà commencé leur propre privatisation. Un certain nombre d'argent qu'ils cachaient dans les banques, peut-être suisses, ou un certain nombre de banques arabes, commencent à revenir dans le pays. Ils ont commencé à développer aussi les jeux, le secteur des jeux, qui maintenant se réduit maintenant en Ukraine, même en Russie. Ils essaient de faire Minsk la capitale des casinos. Mais on voit que ce processus larvé de privatisation est déjà voulu même par le régime. Donc je crois que c'est seulement les changements démocratiques et les élections démocratiques, la presse libre, aussi le contexte général, le système politique plus démocratique, qui va nous donner plus de garanties d'éviter cette privatisation à l'ukrainienne ou à la russe. J'aurais plusieurs petites questions à dire sur quoi s'appuie l'économie de Bélarus. Je n'ai pas compris sur quoi, quel était le code d'industrie, etc. Qu'est-ce que vous exportiez réellement? Et j'ai vu des taux de croissance sur le petit papier qui me semble important, et je dirais comment votre économie fonctionne. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut prévoir une transition
démocratique, comme la Pologne, en s'appuyant sur un syndicat? Est-ce qu'il y a des velléités d'avoir des syndicats libres et qui pourraient être, je dirais, une force d'appui dans la population? Et puis, j'ai vu que dans le petit papier, il y a les religions, l'orthodoxe qui est très important, puisqu'elle fait 75%, et les catholiques. Je dirais, quel rôle a les religions, quel rôle ont les religions dans la, je dirais, la résistance au pouvoir, ou je dirais son renforcement? Je ne sais pas comment c'est utilisé dans l'idéologie de l'État. Est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce qu'ils ne s'en servent pas? Est-ce que c'est... Voilà. Et puis, une question subsidiaire, comment les Biélorussiens voient la vie politique française pour les élections régionales. Sarkozy. Oui. D'accord. Pour ce qui est de l'économie, nous avons hérité de l'Union soviétique une base industrielle assez forte. Donc, les entreprises bélarussiennes exportent essentiellement vers la Russie, et cette croissance économique qui a été conditionnée à la fois par le dynamisme régional, après une chute très importante à partir de la fin des années 90 dans toute la région, la croissance économique revenue. C'est vrai que Bélarus, elle était même double digit, à presque 10%, 8% annuellement. Elle est due en partie au prix très bas pour les hydrocarbures, c'est-à-dire nos entreprises qui n'ont pas été modernisées continuaient toujours à produire des tracteurs, des camions qui ont été dévorés par le marché russe. Marché russe, lors de la manne pétrolière, pouvait consommer n'importe quoi, et Lukashenko a bien profité de cette situation. Mais c'était grâce au fait que les entreprises pouvaient payer moins pour les ressources, pour les sources énergétiques. Maintenant, la situation change. Nos produits deviennent de moins en moins compétitifs, même sur le marché russe, qui était un marché traditionnel où aussi on connaît nos marchandises. Mais ce qui aussi se présente comme un obstacle à la continuation de la croissance économique, c'est le manque d'investissement. Donc, nous n'avons pas d'investissement pour ce qui est les indices d'attractivité du Bélarus pour les investissements, surtout directs, privés. Nous nous rangeons au très bas à travers le monde entier. Notre système d'impôt, notre système fiscal est des plus mauvais d'après toutes les estimations des organisations internationales au monde. Donc, ces limites deviennent de plus en plus, avec les prix de gaz et de pétrole qui augmentent tout le temps, ce système très très artificiel de l'économie de commande montre de plus en plus ses limites. C'est pour ça que le régime a besoin chaque année notre économie, on dit le régime, notre économie maintenant, pour garder le balance de paiement équilibré. Nous avons besoin chaque année de 5 milliards de dollars, donc 4 milliards d'euros de crédit pour entretenir cette balance de paiement. Donc, la Russie continue partiellement de soutenir par le billet de prix quand même réduit au pétrole, et aussi pour le gaz nous avons le prix le plus bas dans la région, mais ce prix est 2 fois moins important que le prix par exemple pour l'Ukraine. Donc l'économie maintenant
elle est véritablement dans une situation d'attente d'une crise ou d'un choc très important. Et alors, la seule solution, et progressivement nous voyons une chance aussi pour la démocratisation, c'est d'inviter les investissements et aussi de commencer la modernisation avec la privatisation. Et le régime aussi, pour le souci même d'autopréservation, il veut inviter les investisseurs européens. Parce qu'il sait que tous les oligarques russes, ils prennent aussi leurs décisions qui sont politiquement conditionnées. Ils sont quand même contrôlés par le Kremlin. Pour ce qui est des syndicats libres, justement, le régime a tout fait pour réduire le champ d'action. On a quelques organisations syndicales libres, mais elles agissent seulement dans un nombre assez limité d'entreprises. Et c'est justement la pression contre les syndicats libres qui a valu la décision de l'Union européenne d'exclure le Bélarus du système de préférence commerciale. C'est une disposition communautaire que les préférences sont possibles. Le système de préférence générale au commerce est possible seulement pour les États qui respectent les droits à l'association syndicale. Donc, je ne crois pas que l'exemple polonais, pour ce qui est des syndicats libres, puisse être utile pour le Bélarus, parce que le régime, malheureusement, il étudie aussi les expériences de résistance. Et un de mes collègues, un politiste socialiste, qui a dit que le régime qui a le plus tiré de leçons de la révolution orange en Ukraine, c'était justement le régime bélarusien. Ils ont beaucoup plus appris que nous ne l'avons pas. Voilà, pour ce qui est la vision de la vie politique française, donc, on connaît, en général, on connaît les personnalités les plus marquantes de cette vie politique, et notamment le président de la République française. Mais la France est plutôt vue comme un pays de rêve. Donc c'est pas tellement sur le registre, dirais-je, politique que ça se joue, mais c'est au niveau sentimental. Les gens savent, et il y a beaucoup de gens qui voudraient venir voir la France. La France, c'est le pays de la beauté.